Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, les titres. Célébration ce mardi de la journée internationale des casques bleus aux Nations Unies. À l'occasion, 5 militaires sénégalais ont été honorés à titre posthume. La Syrie de plus en plus écartée de la scène internationale, la France, l'Espagne, le Canada et d'autres pays décident de rompre leurs relations diplomatiques avec Damas, à l'origine du massacre de Oula. Le MCA Sénégal met en œuvre des projets d'irrigation et de gestion des ressources en eau dans la zone nord et pour mesurer l'impact de ces projets sur les populations, une enquête de référence est en cours dans la région de Saint-Louis. Les données collectées à l'issue de l'enquête permettront d'évaluer les changements de revenus donc induits par les projets du MCA. Le travail est piloté sur le terrain par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Aboubakry Kane. Après la mise au point d'une méthodologie, des outils de collecte et d'un plan de travail, il fallait ensuite former des enquêteurs, contrôleurs et superviseurs. Dans la phase 3, il s'agit aujourd'hui d'une enquête globale sur le terrain. Et pour ce faire, le MCA a signé un accord d'entité d'exécution avec l'ANSD en mettant en place une unité de gestion de projet au sein de l'agence pour une enquête de référence. Ici à Boudjouk, dans la communauté rurale de Gandon, 5 questionnaires sont soumis aux ménages ciblés. Ici, on a deux types de zones. On a Boudjouk village et Boudjouk cité. J'ai pu voir que la zone est assez large pour répartir mes enquêteurs. Dans cette zone, le projet du MCA Sénégal porte sur l'irrigation et la gestion des ressources en eau. L'objectif de ces enquêtes est de fournir des données de référence sur les ménages et les entreprises, aussi bien dans les zones d'implantation des projets que dans des zones adjacentes. L'urgence par rapport à ce projet, c'est l'aménagement des zones cultivables. L'aménagement des zones cultivables, il y a aussi des problèmes d'eau potable. L'ensemble des données issues de cette enquête devra permettre d'évaluer les changements induits par les interventions de MCA Sénégal avec une précision de 95%. Et pour ce faire, nous avons choisi des populations qui ne vont pas bénéficier des interventions de MCA, mais qui sont comparables aux populations bénéficiaires. Et toutes ces populations seront suivies de manière ponctuelle. Autre zone enquêtée dans le cadre du projet, Djama. À Maraï, un ensemble mort de 3 hameaux, le coordonnateur du PMU ANSD, unité de gestion de l'enquête de référence, a pu assister au travail des enquêteurs. Ce que l'enquête vise, c'est en fait essayer de voir dans quelle mesure on peut évaluer la situation de référence au départ. Avant la mise en place des projets, quelle est la situation sur le terrain, aussi bien des entreprises que des ménages, en termes de qu'est-ce que les ménages ont, qu'est-ce que les ménages n'ont pas, quel est le patrimoine des ménages. Cette enquête doit être répliquée une fois que les projets seront mis en place pour voir qu'est-ce que le projet a apporté aux populations en termes d'accroissement des revenus. Ces enquêtes constituent une condition préalable pour la réalisation des travaux. Elles permettront de mesurer l'impact des interventions du MCA sur les bénéficiaires ou les populations touchées, mais également de comparer ces données avec l'évolution dans des zones non touchées par les projets. Une autre enquête, elle porte sur les mariages précoces, véritable problème dans le département de Linguère. En tête de liste, l'accouchement des jeunes filles. Les parents sont souvent pointés du doigt, mais aucune initiative n'est prise pour faire face. Samba Mangane. Ce cri est un cri de joie ou de délivrance. Ce bébé est un miraculé, tout comme sa mère qui n'a que 16 ans. Djuldeba, natif de Warkhor, a contracté une grossesse extra-utérine. Il ne restait plus que quelques heures à vivre. Elle a la chance d'arriver à temps au centre de santé de Linguère. Victime d'une hydratation stationnaire, il n'y a pas d'autre choix que de l'opérer d'urgence. Son bassin n'est pas mature. Il a un bassin limite, donc il a fait une hydratation stationnaire. Il a commencé à faire ensuite une souffrance fœtale. Donc il fallait qu'on extrait le bébé pour lui sauver la vie. Toutes les jeunes filles n'ont pas la chance de Djuldeba. Dans cette vaste zone sylvopastorale, les filles sont souvent données en mariage à 13 ans alors qu'elles sont encore à l'école élémentaire. Elles sont issues des milieux ruraux, loin des centres de santé. Tout leur manque a commencé par l'information. C'est des femmes en général, elles viennent du fond du Jolof. Soit elles n'ont pas le temps de venir se faire consulter à temps, soit elles n'ont pas de l'argent pour se faire consulter.
Il y a le manque de moyens et le manque d'informations. Ces mariages précoces sont un réel problème dans la zone du Ferlo et du Jolof. Cependant, ils ne semblent pas préoccuper les parents. La grand-mère de Djuldé, que voici, n'a que 45 ans. C'est le moment de tirer la sonnette d'alarme. On est dans une zone polaire, il y a des blocages culturels. Le mariage précoce est vraiment réel ici. Parfois, les jeunes filles sont données un mariage précocement. Et ce qui fait que quand elles sont en état et qu'elles doivent accoucher, on a toujours des problèmes. Soit c'est des bassins qui sont immatures parce qu'elles sont jeunes, soit c'est des bassins limites, des bassins chirurgicaux. Et souvent, elles ne sont pas encore bien suivies. Elles restent dans la brousse, elles ne font pas de CPN, elles ne font pas de visite durant toute la grossesse. Et on les amène à l'hôpital juste pour se faire opérer ou bien quand il y a une urgence. Sinon, elles accouchent même à domicile. On a eu, je pense, l'autre mois, même un décès dû à ça, une jeune fille qui accouche par voie basse et chez elle. Donc on l'a amenée ici avec une hémorragie de la délivrance et finalement on l'a perdue. Ici à Linguère, il y a le seul bloc pour tout le département. Et je suis le seul médecin pour tout le département de Linguère. Cette jeune dame a elle aussi été opérée par césarienne il y a 3 jours avec succès, malgré les modestes moyens du centre de santé Magolo de Linguère. Certaines localités des îles du Saloum subissent de plein fouet les changements climatiques. C'est le cas du village de Ndjirnda. Pour aider les populations à y faire face, le projet d'appui à la petite irrigation locale, PAPIL, leur a construit une digue pour arrêter l'avancée de la mer. Des mesures salutaires pour les habitants. René Massigadiouf. L'île de Djirna a été durement touchée ces dernières années par les changements climatiques qui affectent les zones côtières du Sénégal. Les incursions marines dans le dit village ont sérieusement menacé les infrastructures, l'école, la maison communautaire et les habitations, suscitant l'inquiétude des populations. Avec l'avancée de la mer, donc, on constatait que la mer avançait jusqu'à 200 mètres. Donc la mer allait jusqu'à la maison communautaire, rentrait même dans la maison communautaire. La mer menaçait les écoles, parce qu'en période de crue, la mer allait jusque dans les écoles. Donc ça aussi, c'est un danger. Et là, ça a causé vraiment la dégradation des habitats, les menaces pour les enfants qui jouaient dans l'eau. Pour limiter les dégâts et éradiquer le fléau, le projet d'appui à la petite irrigation locale, PAPIL, a volé au secours des populations. Il a mis en place des systèmes de protection des zones insulaires pour mettre un terme aux menaces d'inondation dans les villages de Djirna et Niodior et construit une digue de protection sur une longueur de 1000 mètres, choses qui ont réellement contribué à réduire l'ampleur du phénomène. Depuis que cette digue est construite, vraiment c'est un mauvais souvenir. Cette digue vraiment nous a permis, non seulement l'école n'est plus envahie par les eaux, mais elle a contribué massivement à l'amélioration des conditions d'hygiène et d'épanouissement des élèves. Les mesures mises en œuvre ont pour effet la récupération de plusieurs hectares de terre dans les localités précitées. À Loul-Sessène, la digue aménagée a nettement arrêté l'avancée de la salinisation. Plusieurs centaines de ménages en sont les bénéficiaires directs. Ces différents types d'ouvrages constituent pour nous des mesures, disons, d'atténuation des effets dus au changement climatique. C'est important. Et grâce à cette digue de 1 km de longueur, réalisée avec la participation très active des populations, nous avons donc pu, avec seulement 1 an de fonctionnement, vraiment pu sécuriser carrément une bonne partie de cette île. Et on estime qu'en termes même de terres agricoles récupérées sur cette partie, on estime la superficie récupérée à 15 hectares. Le PAPIL est un projet de l'État du Sénégal financé par la Banque africaine de développement. L'exécution satisfaisante de cette deuxième phase est saluée de vive voix par les populations. Dakar accueille depuis ce matin le forum régional sur la biodiversité. Cette initiative de Biomac, réseau biodiversité marine et côtière, mise en œuvre par Wetlands International, vise le partage des savoirs en matière de conservation. Ibrahim Fall Junior. Partager le savoir et l'expérience pour une meilleure conservation de la biodiversité en Afrique de l'Ouest, c'est l'objectif de cette rencontre initiée par Biomac, le réseau biodiversité marine et côtière, qui est lui-même un projet du PRCM, le programme régional de conservation de la zone marine et côtière en Afrique de l'Ouest. Programme qui réunit le Cap-Vert, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, les deux Guinées et la Sierra Leone.
C'est parce que les ressources dans ces pays cités sont menacées par l'action de l'homme que le PRCM, qui en est à la fin de sa deuxième phase d'exécution, va connaître une sublimation. Il est en train de passer vers une nouvelle forme d'organisation qui consistera à renforcer le partenariat, à impliquer davantage les acteurs locaux, les acteurs nationaux dans la mise en œuvre du partenariat. C'est une manière donc de pérenniser et de transférer les compétences et les expériences des organisations internationales. Coordonner les efforts de conservation des espèces et de l'habitat dans les écosystèmes marins et côtiers de la sous-région pour plus d'efficacité, c'est cela l'objectif de Biomac. Il s'agit d'entreprendre des actions de conservation, d'abord pour freiner ce déclin, mais ensuite pour restaurer le littoral, pour restaurer les forêts de mangrove, mais donc pour aboutir à la conservation de la biodiversité dans ces zones-là. Protéger les habitats, restaurer les écosystèmes marins et côtiers, le Sénégal s'y connaît. Le choix de notre pays, loin d'être fortuit, est une preuve supplémentaire des liens très forts de coopération exemplaire qui existent si heureusement entre le Sénégal et différents pays avec lesquels nous partageons le littoral ouest africain, notamment pour la gestion des complexes écologiques, partagés avec l'exemple de la réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal, entre le Sénégal et la Mauritanie, et le site Ramsar transfrontière Nyoumi Saloum entre la Gambie et le Sénégal. Cette rencontre va sanctionner la signature de la charte et fonctionnement de Biomac et décliner le futur de ce réseau, qui prendra sans nul doute l'économie verte comme outil du développement durable. Autre aspect de l'actualité nationale, les acteurs locaux de la région de Kaffrine ont organisé leur première conférence d'harmonisation. Le gouverneur de la région et ses principaux collaborateurs, avec l'entrejon du conseil régional à travers l'agence régionale de développement, ont posé le premier acte devant aboutir à une harmonisation des pratiques du développement local au niveau de la région de Kaffrine. C'est un reportage de Ibrahima Sadi. Le groupe de la Banque africaine de développement et les fonds de l'OPEP avaient financé de 2002 à 2009 le PPC PNIR, projet piste communautaire, en appui au programme national d'infrastructures rurales, d'un montant de 15 milliards de francs CFA. Plus de 1200 km de pistes rurales ont été réalisées au sein de 84 communautés rurales. Le PPC PNIR a facilité la mobilité et l'amélioration de l'accès aux soins et à l'éducation à plus d'1 500 000 personnes. De même, la responsabilisation des collectivités locales et la dynamisation des zones agricoles ont positivement amélioré le pouvoir d'achat des communautés de base. Normal si Madame la représentante résidente de la BAD, en rendant visite au ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales, a positionné dans les échanges la nécessité d'instruire une seconde phase du projet piste communautaire pour lutter contre l'insécurité alimentaire et promouvoir l'économie locale à travers les bonnes pratiques du projet piste communautaire. Les pistes rurales sont extrêmement importantes. L'infrastructure est importante et les pistes rurales qui sont le moyen de désenclaver sont extrêmement importantes. On le comprend. Même au niveau de l'impact, sans parler de l'impact sur la production, mais l'impact sur la santé, l'impact sur la scolarisation et ainsi de suite. Sur le plan procédural, à notre niveau, comme je vous ai dit, et que nous sommes très sensibilisés à ça parce que nous connaissons l'importance. Nous pourrions éventuellement identifier, mobiliser des ressources concessionnelles pour ce projet de piste rurale, mais il faudra que le gouvernement nous indique clairement les priorités. Cet appel a été bien décrypté par Cheikh Bamba Dièye, qui a insisté sur l'urgente priorité de son département. Et à ce niveau, les pistes rurales sont au cœur des pulsions des collectivités locales, une coïncidence bien heureuse. L'urgence est encore réelle. Moi, personnellement, on pourrait dire qu'au ministère de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales, le PNDL a toujours le vent en poupe. Mais au-delà de ce que le PNDL fait en termes de travail, il y a les urgences nationales en termes de développement. Et pourrait-on aujourd'hui enlever des priorités de notre pays, les pistes de production, par rapport à la dynamique qui voudrait qu'on relance l'économie nationale, qu'on donne plus d'opportunités aux producteurs? Je pense qu'à ce niveau-là, la question est tout à fait tranchée.
Nul doute, le gouvernement saisira cette belle opportunité en érigeant en rang de priorité le financement de la deuxième phase du projet Piste communautaire, dont l'objectif est de lutter contre la pauvreté en assurant la mobilité des populations et des biens en milieu rural. Et à ce titre, il participe à densifier la vision de la BAD qui s'appuie sur l'économie sociale et la dimension environnementale pour assurer une croissance inclusive verte. La 16e édition de la Semaine nationale de l'école de base aura lieu du 29 mai au 3 juin 2012. Cette année, la nouvelle région de Kaffrine a été choisie pour abriter l'ouverture officielle sous la présidence du ministre de l'Éducation, Elhadji Ndiaye. La Semaine nationale de l'école de base occupe une place de choix dans l'agenda du ministère de l'Éducation. Chaque année, elle offre l'occasion à toute la communauté éducative d'instaurer une large et profonde réflexion autour des questions qui concernent le pilotage du secteur éducatif. Les objectifs majeurs assignés à la semaine, c'est d'abord d'ouvrir l'école au milieu, mais en même temps de faire venir le milieu à l'école, tout en permettant à chaque école du Sénégal de pouvoir se créer une identité. L'éducation religieuse à l'école, une réponse à la crise des valeurs, le thème de l'édition 2012. La région de Kaffrine a été choisie à cause de l'acuité des problèmes éducatifs auxquels elle est confrontée. Durant une semaine, plusieurs activités seront organisées dans toutes les écoles du pays. Toute la semaine du 29 mai au 3 juin, n'est-ce pas, toute la semaine va être consacrée à des activités qui vont être maintenant menées à la base, au niveau des IDEN, au niveau des inspections d'académie et au niveau même des écoles qui vont maintenant organiser un peu leur semaine, qui vont organiser des rencontres entre les partenaires et les activités peuvent être diverses. C'est des conférences sur le thème, c'est des échanges, hein, c'est des forats, c'est des activités de sensibilisation, d'information de la communauté sur les problèmes de l'école. Le thème de la 16e édition de la Semaine nationale de l'école de base permet de relancer le débat sur la problématique de l'éducation des valeurs, mais aussi et surtout sur les liens entre l'école et la société. Voilà, des milliers de Sénégalais donc morts dans des missions des Nations Unies ont été honorés. Le major Laurent François Diouf qui servait au Libéria, Hassan Sadio qui a péri en Côte d'Ivoire, le caporal Elhadji Youssoussek décédé dans la mission Nations Unies UA au Darfour, l'officier de police Mamadou Touré qui a également péri au Darfour et Elhadji Amadou El Bekay Sek décédé alors qu'il servait en République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui donc que la journée internationale des casques bleus a été célébrée au siège de l'ONU à New York. L'organisation a rendu hommage donc à ces 5 Sénégalais, de même qu'à plus de 100 casques bleus morts en servant la paix. Ils ont reçu à titre posthume la médaille d'Ak-Am à Jord. Comment ont évolué les missions de maintien de la paix, de leur rôle traditionnel de surveillance, de cessez-le-feu à la protection des civils et de la promotion des droits de l'homme, voire plus encore. Voici le reportage tiré de l'émission Panorama ONU avec Abdoulaye Dabou. En Haïti, au Congo, en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde, 15 opérations de maintien de la paix sont actuellement en cours. L'Organisation des Nations Unies, qui émergeait du chaos et des ravages de la Seconde Guerre mondiale, a visé dès sa création à instaurer un monde de paix et de sécurité. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont déployées avec l'autorisation du Conseil de sécurité, l'organe de l'ONU auquel revient la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité. Autre condition du déploiement, le consentement du pays hôte et des principales parties en conflit. L'ONU ne dispose pas de forces. Seul le personnel militaire est identifié par le port d'un casque ou d'un béret bleu. Ce qui compte, c'est le casque bleu. Vous voyez, quand au Liban, on était en confrontation avec les Palestiniens, vous voyez, ils avaient beaucoup de respect pour la force des Nations Unies. Ils nous disaient que les Nations Unies, c'est la force mondiale et on ne peut pas faire la guerre au monde. Au fil du temps, avec la fin de la guerre froide, la donne internationale a changé en matière de sécurité. Les conflits étant désormais internes, à l'intérieur des frontières des États et souvent caractérisés par des violences interethniques. Par ailleurs, de nouvelles menaces sont apparues depuis le 11 septembre 2001, le terrorisme.
Face aux nouvelles inquiétudes, l'Organisation des Nations Unies remanie ses modes d'action. Sa vocation, elle, demeure. Elle fait appel aux organisations régionales. Parce qu'on s'est rendu compte que les problèmes locaux peuvent être réglés par les forces locales, au moins les forces les plus proches de là où cela se passe. Et qu'après, au besoin, on ferait venir les gens de plus loin. Et c'est ainsi que Force hybride du Darfour, il y a eu d'abord un engagement des forces de l'Union africaine. Et c'est une force de l'Union africaine qui n'avait pas tous les moyens qu'il lui fallait pour remplir sa mission, a dû faire appel aux Nations Unies, qui est venu donc apporter sa logistique, et la combinaison des deux, les troupes locales, plus la logistique internationale. Je pense qu'avec cela, on est beaucoup mieux armés pour faire face aux troubles. Les Nations Unies développent également leur capacité de consolidation de la paix en venant en aide aux victimes de la guerre. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les conflits, ce qui en souffrait le plus, c'était les civils, les enfants, les femmes, les gens vulnérables qui sont dans les villes. Et que ces gens-là ont besoin de protection. Parce que ces gens-là vivent dans un pays souvent en crise, ou même en dehors de la présence des Nations Unies, ces gens ont des difficultés, c'est des gens en général des pays pauvres, qui ont beaucoup de difficultés. Et cela a fait que les Nations Unies ont été amenées à créer ce qu'on appelle les forces multidimensionnelles, une mission multidimensionnelle. Alors, tout ce qui peut, disons, créer ou nourrir ou servir de terreau à une crise est pris en compte. Ça va de la protection des civils en général, pour leur assurer une sécurité, les des droits de l'homme, l'état de droit, les problèmes juridiques, le sida, le genre. Tous ces problèmes maintenant sont pris en compte par les missions de maintien de la paix, alors qu'à l'origine, elles n'avaient que pour but essentiel d'assurer la sécurité des gens. Les Nations Unies n'ont pas offert de solution toute faite aux problèmes internationaux. Cependant, elles constituent un élément essentiel grâce auquel le processus multilatéral peut être mis à contribution dans la résolution des crises. Durcissement de ton contre la Syrie, la France et beaucoup d'autres pays ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec Damas, à l'origine, le massacre de Oula. Elle n'a pas mis le nez hors de son ambassade aujourd'hui. Cloîtrée, Lamia Chakour, l'ambassadrice de Syrie à Paris, filmée ici l'an dernier, sait que son temps est compté sur le sol français. Certes, le fait qu'elle soit également ambassadrice auprès de l'UNESCO peut ralentir ou compliquer son expulsion. Mais la mesure est forte et symbolique. Les chancelleries occidentales se sont concertées. Le président François Hollande a lui-même annoncé l'expulsion de l'ambassadrice syrienne ce matin. C'est l'Australie qui, la première, a renvoyé ses diplomates syriens. D'autres pays ont immédiatement emboîté le pas, la France donc, puis l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas et enfin les États-Unis et le Canada ont annoncé l'expulsion des ambassadeurs ou hauts diplomates syriens présents sur leur territoire. Ce durcissement de ton fait suite au choc causé par le massacre de Oula vendredi dernier, où au moins 108 personnes, dont 49 enfants, ont été tuées. Aujourd'hui, une enquête de l'ONU affirme que la majorité des victimes n'a pas été tuée par des bombardements, mais exécutées à bout portant dans les maisons. La plupart des analystes pointent du doigt les milices pro-régime de Bachar el-Assad. Le Sénégal vient d'élaborer son troisième plan stratégique de lutte contre le sida 2011-2015. Chez nous, les femmes, les usagers de la drogue injectable, les camionneurs routiers, les pêcheurs, les hommes en uniforme et les détenus sont les plus touchés. Le CNLC se compte donc éradiquer définitivement ce fléau. Kaltom Gueye. Zéro nouvelle infection, zéro décès lié au sida et zéro discrimination d'ici à 2015. Voilà l'objectif que s'est fixé le Conseil national de lutte contre le sida dans son plan d'action quinquennal. Nous pensons que toutes les collectivités locales devraient s'approprier, en tout cas la composante VIH-Sida. Parce que quand on parle de VIH-Sida, certes c'est un problème de santé, mais aussi le sida pose un problème de développement. Parce que si le sida doit toucher la force productive d'une collectivité locale, je pense que la collectivité locale a une responsabilité. Et je pense que là, nous les interpellons pour qu'ils fassent davantage. Ce plan stratégique s'inscrit dans une perspective de renforcement des acquis. Mais pour une lutte efficace et durable, il faut que les actes posés soient pérennisés. Avec la crise financière internationale,
les financements de la lutte contre le sida, comme pour d'autres maladies, sont plus ou moins hypothéqués. Et les partenaires au développement, en tout cas, insistent beaucoup sur l'engagement des États, n'est-ce pas, pour que les États s'approprient la réponse. Alors, donc nous avons réfléchi dans ce plan pour trouver des moyens de proposer, en tout cas des stratégies qui aideraient à pérenniser les interventions de la lutte contre le sida. Au Sénégal, on note que les régions du Sud sont les plus touchées par le sida. 2 à 3% de prévalence. Le Conseil national de lutte contre le sida ambitionne de relever le défi de l'accès universel aux services de prévention, mais aussi d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, OMD6 sur le sida. Et nous parlons politique. Quel thème pour les législatives? Quel type de campagne pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale? Comment présenter le bilan et les réalisations du Parti démocratique sénégalais? Des interrogations auxquelles le comité directeur du PDS a tenté d'apporter des réponses. C'était hier lors d'un séminaire. Pour l'heure, pas question de dévoiler au grand public ses stratégies de campagne. Il s'agissait simplement d'une rencontre d'échange. Je vous propose d'écouter à ce propos Omar Sarr, tête de liste du PDS, il est au micro de Fatou Diouf. Nous sommes aujourd'hui dans la préparation de la campagne. Et aujourd'hui, vraiment le séminaire d'aujourd'hui est venu à son heure. Nous avons discuté, et il y a quand même plus de... Exactement, nous sommes 102 personnes dans le directoire. Nous avons donc pu discuter en long et en large de comment il faudrait mener cette campagne. Quels sont les thèmes principaux qu'il faudrait retenir? Et moi, je pense que c'est très important. Dans le passé, nous n'avons pas eu de tels directoires, de tels séminaires. Donc, ça montre qu'il y a un renouveau du management politique du Parti démocratique sénégalais. Après cela, nous allons aller vers l'Assemblée générale des candidats et nous allons ensemble discuter de quel programme nous allons mener tout au long des 3 semaines de campagne électorale. Nous allons donc montrer qu'aujourd'hui, il y a toute une équipe, autour de programmes, autour, disons, du renouveau du Parti démocratique sénégalais. L'agence sénégalaise pour la promotion des exportations ACPEX a un nouveau patron, Alioune Sarr, remplace à ce poste Madame Sagar Diouf Traoré, jusque-là directrice de l'agence. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce matin à la direction de l'agence. Monsieur Alioune Sarr est également président du conseil rural de Noto Diobass. Le groupe Ecobank Sénégal vient de lancer son rapport d'activité de l'année 2011. Le bilan est jugé satisfaisant dans l'ensemble. Une hausse de la rentabilité a été notée malgré la conjoncture difficile. La banque a réalisé beaucoup de projets ici au Sénégal. Claire Diop. Le groupe Ecobank Sénégal a encore réalisé des performances en 2011. Malgré un contexte de crise financière mondiale sans précédent, la banque a engrangé des succès majeurs. Acquisition, récompense, lancement de nouveaux produits et services. Ecobank s'est lancé comme défi d'apporter à ses clients des solutions bancaires simples, pratiques, fiables et de proximité. Le rapport de 2011 publie des résultats plus que satisfaisants. Et ces crédits ont augmenté de 10%, passant de 169 milliards de francs CFA à 185 milliards. Dans une moindre mesure, le niveau des ressources clientèle a modestement augmenté de 3%. Durant la même période, s'arrêtant à 255 milliards. Notre total bilan au 31 décembre s'élève à 353 milliards contre 313 milliards au 31 décembre 2010, soit une augmentation de 13%. Pour l'année 2011, Ecobank a concrétisé beaucoup de projets d'envergure, signature de conventions avec Suneor et d'autres structures, bancarisation de 59 000 étudiants des écoles et universités du Sénégal. Pour les Africains de la diaspora, le compte Ecobank Diaspora est lancé. Qui consiste à servir les Africains que nous sommes, qui sont ou à l'extérieur de leur pays d'origine, ou qui essayent de subvenir aux besoins de leurs familles qui sont à l'extérieur. Ensuite, nous avons au cours de l'année signé une convention de financement d'un montant important d'environ 50 milliards qui a été signée
co-arrangement avec une banque de la place. Et nous avons, à ce niveau, fourni à l'entreprise Suneor une facilité de 50 milliards pour la campagne arachidière. Pour l'exercice à venir, Ecobank compte rester dans cette même dynamique. La banque est créée en 1985. Le groupe emploie un effectif de plus de 23 000 personnes réparties dans 35 pays. La finalité est de bâtir une banque panafricaine d'envergure mondiale qui contribue à l'intégration et au développement économique et financier de l'Afrique. Claire Diop, toujours pour être plus proche des populations, le groupe Ecobank compte organiser une tournée de sensibilisation avec Miss Univers dans 5 pays. Filiale de Ecobank, la structure veut échanger et lutter contre la pauvreté et le sida en Afrique. Des conférences, débats et visites sont prévus. L'activité se déroulera dans les prochains mois. Et nous parlons de nos anciens. Il a été le premier présentateur du journal télévisé sur la RTS, ancienne ORTS. Son visage a marqué toute une génération. Son nom, Abdoulaye Fofana, le vieux biscard de la télévision, a pourtant fait 8 ans de radio. Une aventure sur laquelle revient Ibrahim Diédiou dans ce portrait. Voici l'homme qui a présenté le premier journal sur la télévision sénégalaise. À ce moment-là, je venais de rentrer de France et on m'a demandé de présenter le journal, toute chose qui était nouvelle pour moi. Et je me suis lancé à l'eau, comme on le disait à l'époque. J'ai fait le journal. Le lendemain, comme malheureusement les moyens étaient ce qu'ils étaient, c'est en entrant dans le car rapide qui devait m'amener à la station, à la radio là-bas, en plein centre-ville, que j'ai vu ma photo en plein centre du journal, qui s'appelait à l'époque Paris-Dakar. Et je me suis rendu compte de mon erreur parce que tout le monde me regardait comme un animal de zoo. Mais avant, une date repère. 1962, l'UNESCO lance la première télévision pilote avec... J'ai rendu compte qu'avec la station de Gandoul, on pouvait attraper toutes les télévisions du monde. L'envie nous est arrivée avec le ministre de l'Information, M. Ousmane Camara. C'est à ce moment-là qu'il a guerroyé ferme avec le président Senghor pour ériger la télévision nationale. Mais pour ne pas aller vite en besogne, on a commencé par la télévision éducative. Le premier à l'avoir dirigé, c'est Feu Sissé Madamel, qui était à ce moment-là directeur de la radio Kaolack. Toute une équipe, à peine 20 personnes pour démarrer la télévision sénégalaise. On avait choisi Sokhna Dieng comme première présentatrice. C'est ensuite qu'on a fait venir de la radio le défunt Malick Gueye. On a fait venir de la radio aussi Elisabeth Ndiaye. On a dégarni les rangs de la radio au profit de la télévision, grâce à Alioune Fall. Pour le premier journal, il y avait Maguette Wade, qui était à ce moment-là réalisateur, en 1962. C'est à cette époque-là qu'il a commencé aussi son émission Télé-Variété. On avait dégarni le cinéma avec Caristan, Alexis Vieira, qui a été le premier monteur de la télévision, avec comme adjoint Lamine Dour. Bara Diokhane, on est allé le chercher en 1972. À l'époque, on faisait la première tournée de la télévision, la tournée politique du président Senghor. Des hommes et des femmes avec des moyens rudimentaires, mais passionnés. Imaginez, quand j'ai fait mon premier journal, je suis entré dans un car rapide. Parce que, à mon sens, il n'y a pas de plus beau métier que celui de journaliste. À l'époque, les médias du service public étaient ce qu'on pourrait appeler des appareils idéologiques d'État, d'où une certaine proximité avec les présidents Diouf et Senghor. Il avait chargé le président Abdou Diouf, qui était à cette époque-là le Premier ministre, la charge de regarder la télévision. Lui, il écoutait la radio parce que c'est avec la radio qu'il faisait sa gymnastique. Tous les 2 mois, il invitait toutes les rédactions, Soleil, radio, télévision,
à une conférence de rédaction au Palais. L'équipe de 1972 a perdu quelques-uns de ses membres. Ceux qui sont là gardent une pieuse pensée pour ces derniers. Certains gardent encore de bonnes relations. Avec plaisir, je vois certaines fois Elisabeth Ndiaye qui est ma sœur et qui m'apporte de l'aide chaque fois que de besoin. Le doyen des présentateurs de télévision au Sénégal reste toujours un adepte du journal télévisé. Je regarde tous les jours vos journaux, tant à 13h qu'à 20h, jusqu'à 23h d'ailleurs. À côté de son épouse et de son dernier fils de 5 ans, Fof, comme l'appellent ses proches, regarde tranquillement le déroulé de la vie sur une avenue populaire, les allées Ababakar Sy de la SICAP. Beaucoup de souvenirs. On l'appelait la voix d'or de la radio à la télévision. Il avait écrit les belles pages de la RTS avant de se retrouver correspondant de la radio-télévision sénégalaise en Allemagne dans le cadre de la célébration des 70 ans de la radio et des 40 ans de la télévision. Celui qui a formé plusieurs journalistes au CESTI reste plus que jamais un pur produit de la RTS. Voici Diadji Touré au micro de Ibrahima Diédhiou. C'est un réel plaisir que de participer à cette célébration de la grande maison de la RTS. Et vous avez un label de chaîne leader. Ce n'est pas de l'usurpation. C'est une très très grande maison qui a vu passer beaucoup de générations de journalistes, d'animateurs, de techniciens. Et je voudrais emprunter à Monsieur le ministre Youssou N'Dour sa formule heureuse, Fekke Machibole. Il faut, de mon point de vue, se dire que, surtout que vous qui êtes dans un service public, que vous avez beaucoup à apporter et qu'il ne vous faut pas faire comme les autres dans le sensationnel. Il faut garder la tête froide. Et je veux vous dire, moi, qu'elle a été réellement mon credo. Je peux presque dire que c'est un maître à penser, il s'appelle Geoffroy. C'est un pédagogue. C'est en classe de CM2 que mon instituteur, Djibril Tamsirba, m'avait enseigné une prose de Geoffroy qui disait que le succès n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est l'effort, car c'est là ce qui dépend de l'homme, ce qui l'élève et le rend content de lui-même. Voilà, jeunes gens, si je puis terminer cette prose, le véritable but de la vie. Et nous parlons toujours de la célébration des 70 ans de la radio et des 40 ans de la télévision nationale. Les gestes de soutien à l'endroit de l'amicale des jeunes de la RTS se multiplient. L'équipementier Mamadou Ndiaye, propriétaire de la marque Herma, a offert 2 jeux de maillot complets à l'amicale. Herma s'engage ainsi à équiper les 2 camps qui vont jouer le match de gala de samedi. L'audiovisuel public et l'audiovisuel privé, les responsables de l'équipe de la RTS ont réceptionné le don hier. Ousmane Garifay. 2 kits complets de jeux de maillot, une poignée de main, une salve d'applaudissements des membres de l'amicale pour l'équipementier engagé par ce geste à leur apporter son soutien. Herman se félicite de faire partie des partenaires des jeunes dans le cadre de la célébration des 40 ans de la RTS. En effet, Herman, en sa qualité d'équipementier officiel des Nawetan désigné par ONCAV, propose des prix et des conditions de paiement très favorables et accessibles à tous, avec un package comprenant 36 maillots, 20 jogging, 20 godasses. Au nom de Serigne Baïssa, président de l'AS RTS, Moustapha Cissé, lui, a salué une partition symbolique au service d'une cause noble. Au nom du président de l'AS RTS, Serigne Baïssa, empêché, au nom de tous les sportifs de la RTS, je voudrais dire un grand merci à M. Mamadou Ndiaye, président directeur général de Herma, qui, à travers ce geste, a offert à la RTS un lot composé de 2 jeux d'équipement. Également un grand merci au président de l'amicale des jeunes de la RTS, Youssou Gueye. Première marque sénégalaise dans le sport. Herma est arrivé au Sénégal il y a juste une année. Partenaire désigné du mouvement Navetan, Herma bouscule la donne en cours avec des conditions d'acquisition des plus avantageuses. Et puis une nécrologie pour boucler avec le rappel à Dieu de Abdoul Aziz Ba hier. Abdoul Aziz Ba était jusque-là président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion. Décès survenu hier, la levée du corps a eu lieu cet après-midi en présence du Premier ministre Abdoul Mbaye, des parents et amis, sympathisants également. Toutes nos condoléances à sa famille. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.